Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo vraiment tranquille, posée à l'intérieur. Pourtant il y a du soleil, mais il fait pas super chaud encore. Bon, c'est comme ça. Ça va être une vidéo que j'aime bien faire régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, c'est tous les 4 à 6 mois. Voilà, pas plus souvent que ça. Le principe de cette vidéo, c'est de répondre à des questions que j'ai en commentaire. Soit des questions qui reviennent plusieurs fois, soit des questions pour lesquelles ça mérite de répondre, mais en vidéo. Pas juste à l'écrit, une réponse vite fait, parce que parfois, ben, tout simplement, c'est compliqué de répondre juste en faisant une phrase ou voilà, 3 mots, et puis après c'est pas évident aussi de répondre en faisant un commentaire très long parce que bon, ça mérite quand même du temps d'écrire. Vu tous les commentaires que j'ai, ben, j'essaye de répondre déjà tant bien que mal. Alors s'il faut en plus que je fasse un pavé pour répondre, ben, je trouve ça bien compliqué. Donc je préfère voilà, rassembler plusieurs questions et puis faire une vidéo où je sais que vous aimez bien ça. Donc on va se pencher là-dessus. Il n'y en a pas énormément. Il y en a une ou deux, je crois, qui sera posée à Monsieur Videplante, qui sera filmée, ben pas maintenant, ça sera filmé dans la soirée quand il rentrera du travail. Il m'a dit d'accord, donc j'ai son accord, donc je filmerai avec Monsieur Videplante, c'est lui qui répondra. C'est sur le bassin, donc c'est mieux que ce soit lui. Et après, ben, on va attaquer de suite. Alors, j'ai pas marqué qui m'avait posé la question. J'ai pas marqué le pseudo. J'ai pas trouvé ça utile et ben, je suis allée quand même au plus vite. Alors, si vous entendez en bruit de fond mes grenouilles qui ont décidé de chanter à cette heure-ci, c'est parce que j'ai les baies vitrées qui sont un petit peu ouvertes. Et du coup, je pense que vous allez les entendre en fond. Mais bon, c'est pas trop désagréable, je pense. J'ai eu des retours là-dessus, justement sur les bruits type de nature, comme les oiseaux qui chantent et les grenouilles qui chantent et l'eau du bassin. Et à chaque fois, vous me dites, c'est pas dérangeant, de toute façon, c'est la nature. C'est vrai. Donc voilà. Bon, c'est vrai que des fois, les grenouilles, elles insistent un petit peu. Mais bref, alors, j'ai noté une petite dizaine de questions. Alors, la première, c'est comment vas-tu? Alors, celle-ci, je vais répondre à la fin, hein, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de mon humeur et de ce qui va ou ce qui va pas. Ben, ça sera pour la fin, comme ça, si, voilà, hop, passez ça à la fin. Alors, c'est divers et varié. Avez-vous déjà essayé de mettre des Paphiopédilums en hydroponie? Alors, ben, je vais aller chercher mes Paphiopédilums. Alors, je suis allée chercher mes Paphiopédilums. Ce sont les Paphiopédilums modiae, ce qu'on appelle plus communément les sabots de Vénus. Ça fait une fleur, en fait, assez haute et en forme de sabot de Vénus. Et modiae parce qu'il a le feuillage un peu camouflage. Alors oui, j'ai essayé l'hydroponie pour les Paphiopédilums. J'en profite, hop, petit nettoyage. J'ai essayé l'hydroponie pour eux, ça n'a pas fonctionné, ça ne leur a pas plu du tout. Très clairement, je vous le déconseille. Je suis revenue sur la méthode tout à fait normale et basique, c'est-à-dire du terreau, du drainage, un petit peu de... Il y a de la perlite, il y a des billes d'argile. Je pense que j'ai mis aussi du terreau orchidée dedans, parce qu'il faut savoir que les Paphiopédilums, ce sont des... ben en fait, ce sont des orchidées, mais terrestres, des orchidées qui aiment être dans le terreau, pas dans de la coco en fait, pas comme les phalaenopsis. C'est pas la même culture, c'est pas la même façon de pousser, c'est pas les mêmes besoins. Donc je dirais que le Paphiopédilum, on oublie l'hydroponie, ça leur plaît pas. Je vais vous montrer par contre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hydroponie, alors vous avez deux façons de faire l'hydroponie, c'est-à-dire juste dans l'eau. Je vous montrerai, parce que je pense pas que vous allez voir, si je vous soulève la caméra, je pense que je peux vous montrer. Là, au-dessus, voilà. Là, c'est un exemple d'un phalaenopsis qui est en hydroponie.
C'est-à-dire, il a le bout des racines uniquement dans l'eau. Voilà, ça c'est de l'hydroponie directement en eau. Très pratique, la caméra, sans bouger, tranquille. Et l'autre façon de faire de l'hydroponie, c'est dans du pont, de l'orchid pont exactement. J'avais fait une vidéo complètement dédiée à ma mise en orchid pont de mes Phalaenopsis. Comme vous pouvez voir, ben, il se porte très bien. Par exemple, celui-ci. J'ai pris le premier qui venait, lui il vient de finir de fleurir, j'ai 2-3 fleurs encore à droite à gauche et il me sort des feuilles, les racines sont plutôt belles. Voilà, après il a l'air de se plaire, voilà, il a encore des fleurs ici d'ailleurs. Le feuillage est joli, bien gorgé d'eau. Voilà, alors ce que je fais, c'est que je mets pas non plus de l'eau tout le temps. Je laisse juste le pont humide, pas gorgé d'eau, pas... voilà, je mets un fond d'eau, ça va se propager dans le pont, l'humidité, et ça va suffire pour le Phalaenopsis. Par contre, pour le Paphiopedilum, on oublie complètement. Question sur les pothos. Pourquoi n'as-tu pas fait de marcottage terrestre au lieu de couper? Alors ça, c'est une question sous la vidéo quand je réaménage ma plantagère à pothos qui est juste là. Voilà. J'ai fait dernièrement, en fait, j'ai taillé mes pothos. J'ai beaucoup taillé mes pothos, effectivement. Alors la question, c'est pourquoi je n'ai pas fait de marcottage terrestre. Alors le marcottage, je vous l'explique vite fait, c'est vous avez une tige, alors sur un pothos par exemple, une tige de pothos, vous avez des départs de racines, des départs de racines aériennes, vous prenez la tige et vous la mettez sur le substrat, dans le pot ou dans un pot même à côté, et ça va solliciter en fait la racine aérienne à pousser et s'incruster dans le substrat pour devenir après une racine terrienne. C'est du marcottage sans avoir coupé au préalable la plante. Voilà, vous faites du marcottage d'une branche sur le substrat. Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que ma plantagère est déjà très garnie, et même si le dessus de mes pothos dans la potée ça peut un peu se dégarnir, et encore j'en ai pas beaucoup qui se dégarnissent, les lianes en fait étaient tellement longues que je ne vois pas comment j'aurais pu faire tout simplement du marcottage sans avoir des lianes dans tous les sens. J'ai choisi la facilité, couper, et puis il n'y a pas que ça, c'est que ça fait du bien au pothos tout simplement d'être coupé. Donc j'ai pas voulu m'embêter plus que ça parce que je trouve que c'est déjà beaucoup d'entretien. Alors du marcottage, ça veut dire quand même prendre la liane, s'amuser à l'entortiller, la mettre dans le pot, etc. Pour que ça racine, et ça fait vraiment... en fait ça chargerait encore plus ma plantagère. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas fait de marcottage. J'ai eu 2 ou 3 fois cette question d'ailleurs, donc je me voyais pas, voilà, faire du marcottage. C'est simple, mais et puis j'ai pas le besoin en fait de marcoter mes plantes parce que j'ai pas besoin d'avoir plus de pothos. Alors quand je coupe, que je mets à bouturer en eau, c'est parce qu'après je donne dans mon entourage des boutures à droite à gauche, mais voilà, je fais pas ça pour avoir des plus grosses potées ou... Voilà, j'ai pas eu la nécessité, le besoin et l'envie de le faire. Bon, alors ça c'est une autre question complètement différente. J'ai mis mon Florida Ghost en pont dans un pot transparent et les bords intérieurs du pot sont recouverts d'une matière verte. Est-ce la réaction du pont et de la lumière? Alors, ben tiens, ça tombe bien. Je vais montrer ça avec le Phalaenopsis. Et est-ce que j'aurais peut-être un pot en plastique qui me ferait... ça m'embête de le sortir, il est dans le macramé, celui qui a vraiment beaucoup de verre. Mais je vais vous montrer comme ça. Bon, là, c'est un peu différent, c'est un pot en verre. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur, vous avez du verre, du dépôt vert. Donc, c'est pareil, c'est de l'orchid pont. C'est la même chose que le pont. Mais vous allez avoir du dépôt vert. Je pense que vous pouvez le voir à travers. Parce que là, c'est du verre, c'est pas du plastique. Mais ça fait la même chose sur le plastique. Alors, quand ce sont des pots en plastique, ben, vous pouvez dépoter, nettoyer, c'est facile. Bon, là, clairement, je vais pas le faire.
c'est rien de grave. C'est rien de grave. C'est en fait effectivement une réaction. Alors c'est pas le pont en lui-même. C'est une réaction de l'humidité avec la lumière. Quand vous avez un bocal, un récipient transparent, alors que ce soit en plastique ou en verre, et que vous le mettez devant une fenêtre au soleil ou à la forte lumière, vous allez avoir petit à petit des dépôts verdâtres. Ce sont des algues qui prolifèrent à cause de la lumière. Si vous faites la même chose avec un vase opaque, vous n'aurez pas ce dépôt-là verdâtre, puisque les algues ont besoin de lumière pour proliférer. Donc en fait, ce dépôt verdâtre, c'est ni plus ni moins de l'algue qui se dépose. Ça se nettoie très bien. C'est pas grave, c'est un micro-organisme, il n'y a rien de grave, de conséquent sur les plantes. Moi personnellement, c'est pas ça qui me ferait nettoyer un pot. Sauf si vraiment c'est très disgracieux, mais moi j'ai envie de vous dire, voilà, là je sais que c'est quand même humide dedans, un petit peu grâce à ça. Donc voilà. Après, si vous préférez nettoyer, ben, vous nettoyez. Si ça vous dérange pas, ben, vous laissez comme ça, il n'y aura aucun risque pour la plante. Et effectivement, c'est bien dû à la lumière. Donc, si vous voulez pas avoir ce problème, vous mettez dans un cache-pot, tout simplement. Vous cachez de la lumière et vous n'aurez pas ce problème par contre. Alors, une question concernant l'arrosage des Hoya. Pour le moment, ce sont des boutures qui grandissent bien. Conseillez-vous de mettre de l'engrais pour plantes vertes à l'arrosage? Et j'ai déjà de l'osmocote. Alors, bouture. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bouture? Parce que bouture, ça peut être une bouture avec déjà pas mal de racines. Souvent, on parle de bouture, il y a déjà peut-être une feuille qui a poussé. Alors, moi, à partir du moment où il y a des racines qui ont commencé à proliférer et au moins une feuille qui a poussé, c'est plus une bouture, ça devient une plante. Donc là, oui, je dirais qu'il faut mettre de l'engrais. En même temps, s'il y a déjà de l'osmocote au moment du rempotage, c'est déjà suffisant pour lui apporter les nutriments nécessaires. Après, si c'est une bouture, mais vraiment la petite bouture qui a 3-4 racines, qui n'a pas encore poussé, etc. Les toutes petites boutures comme ça, il faut faire attention avec l'engrais parce que l'engrais peut brûler les racines et du coup ça ferait l'effet inverse voulu. Parfois il vaut mieux attendre pour mettre de l'engrais, il vaut mieux attendre que la plante soit plutôt installée, établie, qu'elle ait commencé à pousser pour là mettre de l'engrais. Moi, je conseillerais plutôt d'attendre. Même pour l'osmocote, il vaut mieux que ce soit une plante quand même déjà un petit peu établie. Ou alors en mettre légèrement. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que l'engrais, mal utilisé, peut brûler les racines et faire vraiment l'effet inverse souhaité. C'est quoi la calebasse? Alors, la calebasse, oui, parce que je parle souvent de calebasse, mais c'est vrai que si vous ne me suivez pas depuis l'année dernière, l'été dernier, vous pouvez peut-être pas savoir ce que c'est une calebasse. Alors, une calebasse, c'est un légume, fruit plutôt, parce qu'il y a des pépins. C'est de la famille des courges, de la famille donc des cucurbitacées, donc des courges. Nous, personnellement, c'est pas quelque chose que l'on mange et ça peut devenir très très gros. C'est ce qu'on a eu l'année dernière. Je vais vous incruster des photos ou une vidéo. Je vais filmer les calebasses que l'on a. Le but de faire pousser ce genre de légumes, c'est en fait, comment dire, d'avoir une jolie forme de calebasse. Et après, par la suite, il est possible de s'en servir pour fabriquer de la décoration. Autrefois, d'ailleurs, on s'en servait aussi pour faire des gourdes. Oui, ça paraît un peu curieux. J'essaierai de vous incruster des photos de décoration qui sont faites avec des calebasses. Moi, c'est ce que j'aimerais faire avec Monsieur Videplante. On aimerait bien essayer de faire des décorations avec nos calebasses de l'année dernière. Alors, il faut savoir que quand on fait pousser
Par exemple, l'été dernier, les calebasses que l'on a fait pousser, on les a ramassées une fois que, comment dire, qu'elles étaient sur le point de tomber, qu'elles avaient fini de grandir, qu'elles commençaient un petit peu à jaunir. Il faut les ramasser et elles passent tout l'hiver. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a réussi à faire, suspendues en extérieur à l'abri de l'humidité et du gel, de la pluie, etc. Elles sont restées suspendues. Ça sèche dans le temps, ça sèche. Alors là, elles sont recouvertes d'un quelque chose de pas très ragoûtant. C'est en fait la moisissure, mais c'est de la moisissure qui est sèche. C'est tout léger après parce que ça s'est vidé en fait de son intérieur. Et quand on secoue, on a les graines pour en ressemer. Mais là, ce sont des belles calebasses assez grosses pour qu'on puisse faire des choses décoratives. Entre autres, j'aimerais bien essayer de faire une lampe. Je sais, c'est très ambitieux. Alors, on a fait sécher tout l'hiver suspendu. Là, elles sont encore suspendues parce que vraiment, il faut terminer de les sécher. Et normalement, on va arriver dans la période où on va pouvoir les nettoyer, les poncer, les vider de leurs graines et commencer à essayer de faire quelque chose avec. Je ne sais pas si on va y arriver. J'aimerais pour ça même filmer. Je ne sais pas du tout si on va arriver à le faire parce que ça nécessite quand même d'être habile de ses mains, bricoleur. Et puis voilà, après on en a 3 ou 4 qui sont bien pour faire ce genre de choses, dont une qui est grosse. C'était celle qui avait quand même atteint 1 mètre de circonférence l'année dernière. Alors évidemment, en séchant, ça rétrécit, donc elle est grosse comme ça. De toute façon, je vous l'aurais mise à l'écran, je vais la filmer. Et du coup, voilà ce que c'est une calebasse. Alors là, Monsieur Videplante a prévu, donc il a récupéré en fait des graines qu'il avait jetées au composteur et ça s'est mis à pousser et il avait récupéré des graines aussi dans une calebasse qui n'était pas terrible. Donc il avait ouvert et récupéré les graines. Donc là, il va nous faire pousser des calebasses sur l'arche qu'il a installée dans son potager pour à nouveau avoir des jolies calebasses. En plus, c'est hyper esthétique, je trouve, dans un potager. C'est très joli. C'est amusant en plus à voir grossir parce que nous, par exemple, il y en a une, elle prenait 10 cm par jour quand même hein, de circonférence. C'était énorme parce qu'on s'amusait à la mesurer avec 1 mètre de couture. C'était assez rigolo. Alors, c'est esthétique quand ça pousse dans le potager et après, ça peut être esthétique au niveau de décoration. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer ce que c'était une calebasse quand même. Ensuite... Ah, alors là, j'en suis à la question pour Monsieur Videplante. Donc, je vous incrusterai là, juste après, là. La question, je vous incrusterai la vidéo que j'aurais fait avec Monsieur Videplante. Coucou. Alors, on se retrouve en compagnie de Monsieur Videplante. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, c'est le soir du reste de la vidéo. Je vous avais dit que j'allais faire une petite coupure et vous ai inséré ce petit moment. Donc, j'avais des questions... Enfin oui, 2 questions, on va dire, une et demie pour Monsieur Videplante au sujet du bassin que je vais vous mettre à droite ou à gauche par là, ou même devant nous, le grand bassin qui a été fait l'année dernière. Donc il y avait une vidéo entièrement dédiée à ce bassin où il y avait quand même pas mal d'explications et j'ai eu des questions là très récemment. Je vais vous lire, j'ai tout noté. Pourrais-tu demander à ton mari 2 précisions sur le mélange béton armé et ensuite le mélange étanchéité? En fait, j'aimerais savoir le dosage des ingrédients. Non, le dosage, les ingrédients utilisés exactement et si jamais il s'en rappelle de la quantité au mètre carré environ pour pouvoir faire le calcul du coût car les bassins sont hors de prix. Je suis motivée pour me faire un bassin, bricoleuse, pas de souci, mais pas question de se louper sur les dosages du béton. Signé Marion, il me semble que j'ai noté Marion. Donc, je me suis dit, il n'y a pas mieux que Monsieur Videplante pour répondre à ça. Sauf que la question est pas simple. Non, alors déjà, elle est pas simple. Attends, on va déjà faire le mélange du béton armé. Alors le mélange du béton armé. Attends, je vais te cadrer un peu plus comme ça. Elle est écrite
sur le sac de ciment qu'on achète. Voilà. Donc c'est écrit sur le sac en fait. Oui, mais bon après, normalement, on met on prend un seau normal, on prend 4 seaux de grave béton et on met un seau de ciment plein. Donc là, le mélange il est bon. Alors un seau de ciment pour 4 seaux de grave béton. Pour 4 seaux de grave à béton. Je pense si on utilise la grave béton. Ah. Si on utilise du sable à bâtir, on réduit un seau de sable. Donc c'est 3 seaux de sable, un seau de ciment. Un seau de ciment. Voilà. D'accord, si c'est du sable à bâtir. Voilà. Si c'est de la grave, c'est 4 seaux. La grave à béton, en fait, il y a des cailloux, donc elle sera plus... D'accord. Voilà. Ok. Le sable à bâtir, et c'est le sable plus fin, il a besoin de plus de ciment pour être plus... voilà. Ok. Donc après, c'est là que ça se complique, le mélange pour l'étanchéité. Alors, le mélange pour l'étanchéité, c'est tout simplement de ciment et de l'eau. Donc après, la consistance, il ne faut pas que ce soit trop liquide, ni trop... Il faut qu'on puisse l'appliquer avec un pinceau. Oui, ou alors... une brosse... je me suis dit que ça doit être à peu près la texture de la pâte à pancake. Vous voyez, oui. C'est plus visqueux, plus consistant que la pâte à crêpes. La pâte à crêpes, c'est assez liquide. Ouais. C'est ça. Hein, oui. Et la pâte à pancake, en fait, avec un pinceau, on peut la badigeonner. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Voilà. Donc après, il faut mettre du ciment, de l'eau, mélanger, jusqu'à qu'on obtienne quelque chose qui soit pas trop liquide, ni pas trop épais, parce qu'après, c'est difficile à étaler. Voilà. Si c'est trop épais, bon, on ne peut pas étaler avec le... Non. Parce que si vous avez vu les vidéos, nous, on a fait la pâte, on l'a mis, on n'a pas mis au pinceau, on a mis au pinceau après, mais on l'a mis avec le seau, on a jeté par terre et après avec une brosse, un pinceau, on est venu revenir sur le béton. Ouais. Et voilà. Ça a été fait en une seule fois. Le principe de cette étanchéité-là, c'est qu'on ne peut pas faire en 2 fois. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de raccord, il ne faut pas qu'il y ait de jointure. C'est une fois, comme si on faisait une coque en fait. Exactement. Même le bassin lui-même, il faut qu'il soit coulé dans la même journée. Par exemple, pour un bassin comme ça, il faut mettre du béton armé parce qu'il y a quand même 20 000 litres d'eau, c'est quand même gros. Si on fait un petit bassin, on va dire 1500 litres. Un peu comme le petit là-bas, comme on a fait en fait. Comme on a fait. Bon, on creuse, on fait les marches et tout. On prend pas de graves à béton, on prend 2 sables à bâtir tout simplement. Donc là, le sable à bâtir, voilà. C'est 3 seaux de sable, un seau de ciment. Voilà, pour un petit bassin d'à peu près 1500 litres. En fait, tout ça, on façonne le bassin comme l'on veut. On creuse la profondeur, les marches. Une petite plage, donc, tout est façonné. On va venir mettre de ça, bon, le mortier. Le mieux c'est d'avoir une petite bétonnière parce que faire à la main, c'est pas évident. Oui. Ou alors acheter des sacs, ça existe des sacs tout prêts. Oui. Des mortiers, mais bon, il faut les mélanger quand même. Oui. Donc le moins cher, c'est d'acheter du sable et du ciment à côté. Voilà. Ça coûte que dalle, c'est très bien. Donc on fait son ménage dans la bétonnière. Ouais. On vient étaler une première couche dans le bassin, partout. En une fois. Oui, il faut que tout le bassin soit enduit. En une fois, c'est ça le plus dur. On épaisseur à peu près, la première couche, à peu près 3 cm. Après... Oui, il a amené ça, parce qu'en fait, le grand bassin, il est fait avec du béton armé, donc avec de la ferraille. Mais le petit bassin que l'on a là-bas, c'est fait avec ça. Voilà, avec cette grillage, c'est un grillage en usure, on fait des chapes à carrelage. On utilise pour le haut des fenêtres, pour pas, en fait c'est pour les fissures, donc ça va pas se fissurer. C'est pour éviter les fissures, voilà. Ouais. Donc ça, on le trouve... Donc alors, n'importe dans quel magasin de matériaux, on trouve ça facilement. C'est du grillage pour les enduits, ou pour le carreleur ou en usure. Et c'est... Ce qui est bien, c'est que c'est souple. Ouais. Ça va faire, par exemple, si vous avez une marche, ça va monter, ça va prendre la descendre. forme. Ça prend exactement les arrondis, tout. Donc, si vous enduisez une première couche 3 cm, vous venez mettre ça, vous le aplatissez bien avec la poêle partout. Il faut le croiser de 5 ou 6 cm à chaque fois.
Ah, il faut croiser les morceaux. Ouais, par Si exemple, vous ouais. découpez des morceaux, Voilà. il faut les croiser. Ah non. Ah non. Non. Va leur dire... Chef. Non, va leur dire directement. Approche-toi du bord. Si elle te voit, parce ben. que là, elle... Voilà. Mais non, il n'est pas parti. Ah, mais elles ont... on les dérange pas, hein. C'est... Non, on les dérange pas, en fait. Ouais. Donc, on était... Alors... Ça va prendre en fait les formes de vos escaliers, de vos Ouais, plages. et tu disais Il que faut- si... voilà. Il faut croiser quand même quand vous mettez une bande. Quand Et vous venez avec la superposer un deuxième bande, ben vous venez se reposer par-dessus. Ouais, Sinon, ça ne marche. l'étanchéité ça ne ne se ma- fera pas. Non, c'est pas l'étanchéité. Là, c'est juste pour les fissures. Ah oui. En fait, il ne faut pas que le béton il craquelle. Quoi. Attends, je vous montre de C'est près. comme en fait un tri soudé, mais Mais souple. en synthétique. Quoi. En synthétique Et et souple. souple, ça suffit largement pour un petit bassin. Comme de la l'autre petite taille, petit quoi. bassin, le bassin, on dit petit, mais c'est quand même un Oui. beau bassin, hein. C'est pas... Oui, mais voilà. il n'est pas. Et c'est- alors, après, ça, c'est... Parce que dans la question, il y avait quand même... Je suis motivée pour me faire un bassin bricoleuse, pas de souci. Oui, donc, mais pas question de se louper sur les dosages. voilà. Mais là, c'est plus du bricolage. Là, c'est non, de la là, maçonnerie, là. Hein. Je- Et franchement, il faut avoir du Oui. métier pour faire ce genre de Des bassin. métiers, de là, beaucoup de main-d'œuvre. Oui, Parce que aussi bon, la main-d'œuvre, parce que c'est pas toute seule qu'on fait un bassin comme ça. Non. Par contre, le petit bassin, Voilà, ça c'est celui-là, il faisable. est faisable, oui, il est accessible. Bon, le Faire tout, des c'est d'avoir formes la- faciles aussi. Voilà. En fait, avec ça, on peut faire toutes les formes. Ouais. Les ronds, partout. On peut y venir faire ce qu'on veut. Comme là, on a fait des escaliers, on fait des... Ouais. Par Et contre, il faut en mettre partout. une fois que tu as posé Voilà. ça bien plaqué contre le béton, les Voilà. 3 Il cm, faut revenir avec 3 cm de plus dessus. 3 cm de plus. Voilà. On revient Et avec comme- une trouelle et on revient remettre de la... Donc ça de la fait quand vie même dessus. une épaisseur de à peu près ça de béton. Il faut qu'il soit toujours fait, en fait, le béton, il faut qu'il soit tout d'un coup. En fait, et si vous habitez dans un endroit qui est très sec, n'hésitez pas à arroser la terre avant de mettre le Ah, béton. arroser la terre. Il ne faut pas que ça sèche trop vite, sinon après vous n'arrivez plus à lisser comme il faut. Ouais, Il faut que ça sèche tout doucement. ouais. Si un endroit, bon ici ça va, même qu'on creuse, ben, le béton il va pas sécher de suite. Oui. Mais si dans un endroit qui est vraiment sec, la terre elle va pomper toute l'eau de mortier. Et donc on n'arrivera pas à faire quelque chose de... Ouais. Si, on peut arriver, mais par contre il va falloir mettre beaucoup plus de béton. Plus d'épaisseur. Plus d'épaisseur pour que ça sèche moins vite. Voilà, exactement. Donc Voilà, là, le tu mieux as c'est de fait- l'arroser avant. Là, tu as fait les 3 cm, tu as plaqué ça, Et après, on revient. Voilà. 3 cm de plus, Voilà. Et après, on fait l'étanchéité, donc l'eau, l'eau. ciment pur. Mais vous prenez dans le sac, vous mettez dans l'eau. Vous Ouais. faites un mélange un peu Que ce soit visqueux. crémeux, Voilà, un petit peu exactement. crémeux, quoi, en fait. hein. Mais après, avec un pinceau, vous Ah oui, venez. ouais. Et en une bon, seule fois, à chaque fois, Ah ben. tout, en fait, tout ça, toute la partie En fait, béton, c'est une c'est coque qui soit, c'est en une journée, une tout journée. ça. Bon, alors il faut C'est être pour ça. timing, parce que bon, Soit- parfois c'est Soit vous compliqué. êtes rapide et Ouais. vous savez faire et c'est bon, Ouais. et pour un petit bassin, soit vous êtes plusieurs, mais Voilà. c'est pas évident non plus. Parce que faut pas se louper, faut pas louper même pas un demi-centimètre, parce que ben, Non, après, il y l'étanchéité, aura si elle toujours, est. il y a Ben, il y aura une fuite. N'oubliez Et- pas, à chaque fois, le bassin, quand vous faites, par exemple, quand vous arrivez à haut, toujours le border vers le haut. Toujours, faites c'est le bassin, on va dire. Là, ça devient Alors. technique, là. Hein. Alors, par exemple, ici c'est le bassin. Là, on voit On pas, fait là, des en bords- fait. voilà. Attends, on voit pas là. Là. Bon, là c'est le fond du bassin, et ça c'est la plage. Donc on vient toujours On déborde avec le ciment. plus haut de la terre, comme ça, toute l'étanchéité, même que le bassin soit plein jusqu'à là, Ouais. ça sera étanche. Mm. Donc toujours venir, et après on peut mettre des cailloux, des petits machins sur les... Oui, après, bon, ça, Voilà. c'est chacun. C'était Oui. surtout par rapport à l'étanchéité, les dosages, etc. Après, ça c'est une étanchéité qu'on ne fait plus aujourd'hui. Bon, en France, ça se fait pas. Je pense que ça se faisait dans le temps, mais parce que nous, on le faisait au Portugal quand j'étais très jeune. Donc, très jeune. Donc, il y a Je suis longtemps. pas très vieux, mais Il y a longtemps quand ça fait, même. on faisait dans le... on appelait ça les tanks, les lavoirs en France. Oui, les lavoirs, c'était comme ça, c'était Voilà. étanchéisé. Comme tout le monde de cette avait façon. un Oui. lavoir à la maison Mm. parce qu'elle n'avait pas de machine à laver. Ouais. Tout le monde.
et bien l'étanchéité a été faite comme ça. Oui, parce que maintenant, il faut dire qu'il existe des produits pour étanchéiser, Oui. sauf que les produits que l'on met par exemple dans une piscine, c'est pas forcément bon pour la biodiversité, pour les poissons, etc. Ça peut être toxique. Donc l'étanchéité se fait pas comme ça avec un produit comme pour la piscine. C'est pas du tout la même chose. Oui, tant que là, c'est que le ciment pur. Donc, Et le ciment, on c'est sait pas d'où toxique. il vient de nos roches. Donc certes, c'est pas écolo parce que bon, c'est pas écolo. Mais c'est dans les carrières qu'on va chercher. Voilà, exactement. Mais il n'y a aucun produit chimique. Voilà. Par contre, si vous faites du béton, venez d'une centrale à béton, le béton prêt en emploi, bon, il y a quelques adjuvants. Bon, maintenant, on fait plus en plus de végétal pour que ça a moins d'impact sur la planète. Ouais. Mais eux, ils se mettent des adjuvants. Mais le béton que vous faites à la maison, il est tout simplement écolo parce que c'est que de la grappe et du ciment. C'est tout. Il n'y a aucun produit chimique qui va venir dedans. Voilà. Donc le mieux, c'est de se faire soi-même. Oui, exactement. Mais je pense qu'il ne faut pas voir trop grand quand c'est le premier bassin. Parce Oui. que Ben, après, un bassin de cette taille-là... faut être professionnel. Oui, ou alors très aguerri au savoir vraiment... oui, mais je professionnel parce là que... où on met voilà. les pieds. Ouais. Parce Voilà. que, c'est vite fait, fissuré. S'il y a une fissure, Ah ben c'est le bazar. c'est 20 ml d'eau dehors. Faire une étanchéité qu'on ne sait pas comment faire, Oui. c'est Là, il assez ne compliqué. faut pas se louper. Donc c'est plus une question de bricolage. Là, c'est quand même... voilà. Oui. Pour les petits bassins, il n'y a pas de souci parce que bon, ils ne sont pas gros. C'est Mais en faisable. fait, oui, mais en fait, si tu te loupes l'étanchéité, même sur un petit bassin, c'est quand même loupé, quoi. Je veux dire, après, pour rattraper, c'est compliqué. Non, mais en mettant bien Mais le avec grillage, ça, le voilà. grillage bien mis partout, le mortier bien dosé comme on avait dit, et venir bien badigeonner avec le ciment mélangé avec de l'eau, il n'y a pas de raison que ça... Un dernier petit conseil, c'est que dans les bassins comme ça, on a envie de faire des formes un peu biscornues et tout. Moi, je dis d'éviter parce que vaut mieux choisir la simplicité pour après aussi pour l'entretien. Pour l'entretien du bassin, déjà pour le c'est plus faire, simple, hein. pour le faire, vous êtes plus sûr de ne pas vous louper. Mais après, pour l'entretien, pour la filtration, etc., faites vraiment quelque chose de simple. Pas trop biscornu. Le nôtre, il est quand même pas mal biscornu, mais bon, c'était quand même, déjà à l'époque, c'était le deuxième bassin que l'on faisait. Et puis, Monsieur Videplante est un professionnel. Donc Après, voilà. sur un petit bassin, ne cherchez pas à mettre des bondes de fond, des trucs comme ça. Mettez Ouais. votre petite pompe dedans, avec un petit tuyau qui sort caché avec des plantes, et ça ira. Ouais. Bon, ici, bon, c'est un gros bassin, on a mis des bandes de fond, du Et skimmer. puis c'est pour les carpes, quoi. Là, c'est Voilà. différent. Exactement. Mais ne cherche pas à... Parce que l'étanchéité autour d'un tuyau, elle est très compliquée à faire. Oui. C'est Oui. c'est très très compliqué. Donc là, on a réussi, mais il faut bien savoir le faire. Voilà. Voilà. Bon, ben, je pense que tu as répondu. Oui, je pense. Tu as même très bien répondu. Il parle autant que moi, en fait. Hein. Oui. Ouais, ça, je pense que c'est une découverte pour vous, mais il Bon, parle après, autant s'il y a que moi. d'autres questions... Bon, on vous fera posez une d'autres autre, questions, mais une après, autre en regardant vidéo. les vidéos, normalement, vous en trouverez quand même pas mal de, Ben oui, on a des fait... infos, quoi. En principe, la vidéo qui est dédiée au bassin, elle avait quand même beaucoup d'explications. Donc je pense que ça devrait aller. Et puis au pire, je referai une autre vidéo sur le bassin, mais on verra. On verra quand, on verra comment, on verra. Voilà. Bon, ben c'est bon. Allez, bisous. Ben merci. Bisous. Une autre question sur le bassin pour laquelle je peux répondre, puisque c'était tout simplement, cette question était sous la vidéo où j'ai montré les chemins en pavé. Donc c'était pas, il n'était pas question des bassins, mais la personne nous a demandé si nous les avions fait nous-mêmes les bassins. Oui, effectivement, nous les avons fait nous-mêmes, les deux bassins. D'ailleurs, j'ai fait une playlist sur les bassins. Une playlist qui s'appelle Bassin, tout simplement. Et il y a les détails, une vidéo entière sur la construction du grand bassin. Le petit bassin, j'ai pas de vidéo de la construction ou quoi que ce soit, parce que celui-ci, il a bien plus de 10 ans. Donc, je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque et on ne pensait pas à filmer. On n'avait pas ce truc de filmer ce qu'on faisait ou même de prendre en photo. C'était pas non plus... Voilà, on ne prenait pas forcément en photo ce qu'on faisait. Mais il y a une playlist sur
le bassin. Vous aurez tout un tas de vidéos là-dessus. Ah oui, est-ce que le bassin se nettoie ou doit-on laisser ainsi pour que les carpes mangent? Alors, bien sûr que le bassin se nettoie. Tous les bassins se nettoient. Il faut une pompe, un filtre et des lampes UV. C'est le minimum, je dirais, pour nettoyer un bassin. Un bassin, c'est pas... on fait un trou, on met de l'eau et on laisse comme ça... au gré des intempéries. Pas du tout. Un bassin, ça s'entretient. Un bassin, ça se nettoie. C'est très important pour plusieurs raisons. Déjà, pour la vie dans le bassin, si on laisse un bassin s'auto-entretenir, ça va être une mare, tout simplement. Donc, au fil du temps, ça va peut-être pas être terrible pour les animaux qui vivent dedans. Il va y avoir peut-être un biotope un peu pas très agréable. Les poissons peuvent s'asphyxier si les plantes envahissent un petit peu tout. Je sais pas moi, après les moustiques. Les larves de moustiques peuvent peut-être s'installer, l'eau va être polluée, ça va commencer à sentir mauvais. Un bassin, ça se nettoie. Et alors un bassin pour les carpe-koi, ça se nettoie d'autant plus. Parce que les carpe-koi, il faut savoir que c'est quand même l'un des poissons les plus pollueurs dans son environnement. C'est un poisson qui mange beaucoup, qui fait beaucoup caca. Et du coup, il pollue beaucoup. Et c'est un poisson quand même qui bouge énormément dans le bassin, qui brasse beaucoup les dépôts qu'il y a dans le fond. Du coup, il faut quand même que l'eau soit assez propre. Et en plus, les carpe-koi sont quand même des poissons assez fragiles, plus fragiles que des poissons rouges, aux bactéries. Alors tout ce qui est développement de mauvaises bactéries dans l'eau, si c'est pas géré avec un bon filtre, des lampes UV, un bon nettoyage, un bon entretien, vous allez avoir vos poissons qui vont rapidement tomber malades. Donc on ne laisse pas un bassin comme ça à l'abandon. Enfin à l'abandon, j'appelle ça à l'abandon. Oh, je ne vais pas y arriver. Il faut entretenir, et je dirais que le bassin pour carpe-koi, c'est l'un des plus compliqués à entretenir. Il faut avoir du matériel assez conséquent, donc une filtration très conséquente, un entretien régulier avec des produits, alors ce ne sont pas des produits nocifs, hein, ce sont des produits pour par exemple éviter l'ammoniac, pour avoir un bon pH, bon je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, il faut équilibrer tout ça pour avoir une faune et une flore équilibrées et ne pas avoir de problème de maladie dans le bassin. Et en plus, je dirais que les carpe-koi ne se nourrissent pas de ce qu'il y a dans le fond d'un bassin. Elles ont besoin d'une très bonne nourriture. Elles ont des croquettes qui va leur apporter tout le nécessaire pour être en forme, pour avoir de jolies couleurs, pour pouvoir combattre elles-mêmes les maladies qui peuvent les ennuyer. Voilà, il faut une alimentation saine, il faut quand même... voilà, c'est pas une mare qu'on laisse comme ça dans un fond de jardin ou dans un champ. C'est pas une mare, un bassin avec des carpe-koi, c'est un bassin qui s'entretient et qui s'entretient très très régulièrement, quotidiennement. C'est tous les jours. On nettoie un filtre, on donne à manger tous les jours aux carpes. Voilà, c'est très important. Ce sont des animaux. Qui ont une certaine fragilité, puis je veux dire, bon, ce sont des animaux qu'il faut nourrir, et juste pour leur bien-être, tout simplement. Voilà, je voulais quand même me pencher là-dessus un peu plus, parce que ça me paraissait intéressant, parce que c'est vrai qu'on se dit un bassin, ben ouais, la pluie remplit le bassin, ou je sais pas, on peut s'imaginer plein de choses. Ben non, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas aussi simple un bassin. Alors ensuite, on va passer à autre chose. Tu mets du pont dans tous tes cache-pots d'Eoya. Je ne sais pas quand arroser. Alors je ne mets pas de pont dans tous mes cache-pots, c'est juste que là, en principe, je mets des billes d'argile dans le fond de mes cache-pots, pour rehausser. Est-ce que c'est le cas dans ce pot? Oui, c'est le cas dans ce pot.
Il y a des billes d'argile dans le fond. D'ailleurs, là, j'avais arrosé ce matin. C'est pour rehausser le pot et pour faire une petite réserve d'eau pour éviter que les racines trempent dans l'eau et ne pourrissent. Ces derniers temps, j'ai utilisé souvent du pont pour mettre au fond des cache-pots. C'est juste pour remplacer le principe des billes d'argile. Ça me sert de réserve d'eau. C'est-à-dire que si j'arrose un petit peu trop, l'eau va aller dans le pont, mais ne va pas rester à stagner au niveau du substrat et au niveau des racines. Donc c'est pour ça que je mets du pont dans le fond de mes cache-pots. Ensuite, le pont... Dans quoi j'ai utilisé? Ben oui, dans mes cache-pots, j'ai utilisé... Ah oui, dans des pots, des cache-pots un petit peu petits aussi, parce que les petits cache-pots, les billes d'argile, c'est un petit peu gros. Donc le pont fait très bien ce job de mettre en fond de pot. Et d'ailleurs, les racines, elles aiment bien, comme avec les billes d'argile, aller un petit peu chercher l'humidité dans le fond, quoi, hein, que ce soit pont ou billes d'argile. Après, quand arroser, parce qu'elle dit, je ne sais pas quand arroser. Ben, l'arrosage, c'est aléatoire, je veux dire, c'est suivant les plantes. Il y a des plantes qui nécessitent d'être arrosées très souvent, d'autres moins souvent. Il y a des plantes qui vont nécessiter de sécher entre 2 arrosages complètement et d'autres qui ne vont pas supporter de sécher complètement. Donc, c'est quand même assez aléatoire. Et chez les Oyas, c'est exactement la même chose. Il y a des Oyas qui vont préférer sécher complètement et attendre même avant d'avoir un nouvel arrosage. Et il y aura des Oyas, au contraire, des Oyas comme le Rétusa, comme le Bella, le Linearis, qui sont des Oyas qui n'aiment pas trop attendre entre 2 arrosages, qui aiment bien quand même avoir de la fraîcheur dans le terreau et ne pas avoir un terreau complètement sec. Donc là, je ne peux pas indiquer quand arroser, il faut jauger un petit peu, s'habituer à observer sa plante. N'attendez pas qu'elle soit trop flétrie, parce que les Oyas, une fois qu'elles sont flétries, parfois c'est difficile à rattraper. Voilà. Il vaut mieux attendre il vaut mieux laisser sécher entre 2 arrosages. La majeure partie des Oyas, c'est ça. Et réarroser plutôt que de trop arroser et toujours humide. Ça non, par contre il ne faut pas non plus que ce soit trop humide tout le temps. Voilà, j'essaie de répondre aux questions, c'est pas toujours évident, hein. Ça c'était une question sous un vlog, le dernier vlog. Alors, mais cet éco-fertilisant, c'est naturel ou chimique? Ça parle du bactériosol en fait, bactériosol. Enfin, moi, dans le français, je lis bactériosol, mais c'est bactériosol. Alors, je suis allée sur Internet. Parce que oui, alors, moi, je dirais, la réponse que j'ai mis dans le commentaire, c'est que c'est bio, c'est pas chimique. C'est utilisable dans l'agriculture biologique, dans l'agriculture bio. Alors, j'ai noté un petit peu pas la définition, mais l'explication pour que ce soit bien clair. Alors, c'est un amendement organique, donc c'est pas un fertilisant, c'est un amendement organique, donc utilisable en agriculture bio. Donc, c'est bio, donc c'est pas chimique. Il permet d'améliorer la fertilité et la santé des sols, donc des cultures et des animaux, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai pu lire sur le site du Bactériosol. Il est à l'origine d'une sélection de micro-organismes et micro-organismes spontanés. Il transforme rapidement toutes les matières organiques, donc matière végétale, animale et champignons en décomposition, en humus. Donc en fait, il est là pour fertiliser la terre, le support, donc la terre, quand c'est en pleine terre. Ça peut être aussi en pot. Donc ça va fertiliser, apporter, transformer des micro-organismes en humus. Donc ça va enrichir, voilà, ça c'est ça le terme, enrichir la terre, ce qui va permettre aux plantes
de mieux vivre. C'est-à-dire, je m'explique, je vais tenter de m'expliquer. On a tendance à faire les choses un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on met plutôt de l'engrais aux plantes au lieu de se dire qu'en fait, il faut enrichir la terre. Alors là, moi, je parle du potager, mais c'est valable aussi pour les pots, les plantes en pot, etc. Il vaut mieux enrichir la terre, donc c'est de l'amendement. Donc le bactériosol sert à amender le sol, donc à enrichir le sol, pour qu'après la plante bénéficie de tout ce qui est bon dans le sol pour pouvoir grandir. À la limite, elle aurait presque pas besoin d'engrais grâce à ça. C'est bio. C'est bio, donc c'est, je pense, une des meilleures choses qui soit sur le marché, je pense, pour la culture dans le potager, mais aussi pour la culture dans les plantes. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je pense que je vais utiliser le bactériosol pour enrichir, en fait, les potées, notamment de mes épiphyllums. C'était ça que je voulais faire, parce qu'il est difficile de leur apporter de l'engrais très régulièrement, alors que enrichir la potée, c'est un peu plus simple. Je pense que ça sera plus, comment dire, je pense que ça sera plus efficace d'enrichir la potée, la terre, le terreau, le support, que de mettre de l'engrais juste pour la plante. En fait, c'est améliorer les fondations de votre plante. Je crois qu'en fait, on va parler comme ça. C'est-à-dire que si vous avez pour une maison des fondations solides, votre maison sera bien, les murs tiendront bien, elle sera de bonne qualité. Si vous partez avec des fondations pas terribles, qui se dégradent vite, votre maison va fissurer, s'effondrer, etc. Donc, c'est pas pour rien que je suis quand même la femme d'un maçon. Donc c'est la même chose, votre terre, si elle est bonne, si elle est suffisamment enrichie, elle va favoriser une meilleure culture. Une meilleure culture des plantes, mais aussi pour les petits animaux, les insectes qui vivent dedans, c'est bon pour eux aussi. Ça sera de la meilleure terre. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ah oui, qu'est-ce que c'est l'humus? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est l'humus. Alors, c'est un réservoir nutritif. Alors, c'est naturellement disponible dans les sols, mais les sols, quand ils deviennent pauvres, ça veut dire qu'il n'y a plus d'humus ou pas assez d'humus. L'avantage du bactériosol et donc de l'humus, puisque c'est pour fabriquer l'humus, c'est que c'est un rétenteur d'eau naturelle l'été, et que l'hiver, ça va laisser passer l'eau, en fait. Donc, normalement, logiquement, avec le bactériosol, vous aurez moins besoin d'arroser vos cultures, donc potager ou plantes en pot. Donc là, il va falloir que j'aille chercher un autre paquet d'ailleurs de bactériosol. Je pense que je vais prendre quelque chose de plus gros parce qu'il va falloir que je m'occupe de tous mes épiphyllums. Alors, épiphyllum, Oya, plantes d'intérieur, c'est valable pour toutes les plantes, les cactus aussi. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Le bactériosol, ça se présente sous forme de granulés. Vous pilez bien, vous broyez les granulés, vous les diluez dans de l'eau et à l'arrosage, vous mettez ça dans vos pots et ça fera que du bien. Alors, en faisant mes recherches sur bactériosol, j'ai trouvé un truc très intéressant, une petite vidéo. Sur le site de Bactériosol, je vais essayer d'avoir le lien de cette vidéo et de vous mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo-là. Alors, par pitié, allez voir mon descriptif de vidéo. J'en profite en même temps. Dans mon descriptif de chaque vidéo, je prends le temps, et ça me prend du temps, je prends le temps de vous écrire un petit peu un résumé de mes vidéos.
En général, alors déjà pour les vlogs, c'est un résumé de chaque vlog que je vous écris. Mais en plus de ça, je vous mets des liens. Et des liens parfois que vous me demandez d'ailleurs en commentaire. Vous me demandez le nom de ceci, le lien de cela, où vous pouvez trouver par exemple un exemple type pour l'étagère pour mes Oya. On me demande le lien. Non, où est-ce que j'ai acheté l'étagère alors que j'avais dit que j'avais mis le lien de l'étagère dans le descriptif. Quand je dis allez voir dans le descriptif, ben, je le dis pas dans le vide. Faites dérouler, en fait, en dessous de la vidéo. Il y a des personnes qui doivent peut-être pas savoir. En dessous de la vidéo, vous avez le titre, vous pouvez ajouter des commentaires et à un endroit, vous avez écrit, en fait, c'est les détails de la vidéo. Vous avez écrit plus. Vous appuyez sur plus. Le mot plus, et ça va vous dérouler en fait le descriptif de la vidéo. Et là, dans le descriptif, vous allez avoir toutes les infos que je peux vous mettre. Ça peut être le nom d'un livre dont je vous parle, ça peut être un lien d'une vidéo dont je vous parle, ce qui sera certainement le cas si j'arrive à avoir le lien de la vidéo sur le bactériosol, je vous le mets dans le descriptif, ce qui vous permet de retrouver les choses plus facilement. Je vous mets aussi des liens de certaines vidéos qui peuvent vous intéresser ou le lien de certaines playlists directement, au lieu que vous cherchiez dans mes playlists, je vous mets le lien dans le descriptif de certaines playlists. Par exemple, si je vous parle de la playlist jardin, vous avez le lien de la playlist jardin. Voilà, le descriptif, il n'est pas là pour rien, quoi, en fait, parce que vraiment, concrètement, je passe du temps à remplir ce descriptif. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse descriptif et donc pour en venir à cette fameuse vidéo qui est très instructive, très intéressante et vous allez comprendre plein de choses sur l'amendement de la Terre. Voilà, c'était la petite parenthèse vidéo. Ensuite, ah oui, on m'a demandé la référence de l'outil pour les mauvaises herbes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon vlog jusqu'à la fin, je ne sais plus lequel, le dernier, l'avant-dernier, je ne sais plus. C'était vraiment tout à la fin, donc il faut avoir envie de regarder mes vlogs entièrement. J'ai montré un outil pour désherber. Qui est vraiment topissime. Je suis conquise. Je me dis pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Je le regardais déjà, je lorgnais déjà l'année dernière et je me disais bon, c'est peut-être pas si efficace, nanana. Et puis finalement j'ai fini par le prendre et ça s'appelle le désherbeur Fiskars. C'est la marque Fiskars qui fait ça, c'est pas un partenariat, je vous le dis de suite, hein, je l'ai acheté avec mes sous-sous, mais je vous ai montré en vidéo, je vous ai vraiment apporté la preuve du fonctionnement de cet outil qui fait partie de ma panoplie indispensable de mes outils pour le jardin. Oui, maintenant je m'amuse à désherber, vous savez, tout ce qui est pissenlit et tout ça là qui pousse au milieu de l'herbe, qui est franchement casse-pied à enlever. Quand ça prolifère, vous en avez absolument partout, c'est pas terrible, c'est pas joli et puis ça prolifère beaucoup. Et du coup, voilà, c'est... je vous donne son nom, c'est pas très compliqué, vous allez sur la barre de recherche de Google, voilà, c'est pas très compliqué, et vous tapez désherbeur de la marque Fiskars, et ça coûte à peu près 35 €. C'est à peu près le prix que j'ai vu à peu près sur tous les différents sites que j'ai regardés. Et après, vous allez le retrouver à, je sais pas moi, à gamme vert. Moi, je l'ai acheté en grande surface au Leclerc. On peut le trouver un peu n'importe où. C'est quand même... c'est un outil maintenant qu'on trouve facilement. C'est un désherbeur de la marque Fiskars. Je ne vais pas vous mettre un lien, ça ne sert à rien. Voilà, vous tapez désherbeur, vous allez dans une jardinerie, vous allez voir, vous allez le trouver facilement. Ah oui, alors envoyer des boutures. Ah oui, alors j'ai des questions très régulièrement, puis là j'en ai eu une, c'est même pas une question, c'est envoie-moi des morceaux. Alors c'était pour les épiphyllums. Envoie-moi des morceaux d'épiphyllum. Voilà, donc comment dire, c'est très rare quand alors je sais pas comment expliquer ça. Faut pas le prendre dans le mauvais sens, mais je suis quelqu'un qui déteste couper ses plantes.
quand je coupe mes plantes, ce qui est très rare, mais par exemple pour les pothos, ben, en général, j'en fais bénéficier à mon entourage proche. Quand je fais, ce qui est très rare, un colis plante, c'est parce que je fais un échange bien précis. Et quand je dis bien, c'est très rare, c'est parce que j'en ai fait un dernièrement, que je n'ai pas filmé, mais parce que j'avais pas envie de filmer, tout simplement. Et en général, je ne fais pas de colis parce que c'est quelque chose qui me stresse énormément. Et moi, ce qui m'apporte du stress, je l'évite. Donc, je n'envoie pas de plantes, je n'envoie pas de boutures, et encore moins à des personnes qui me demandent de cette façon-là. Là, quand même, j'ai trouvé ça un peu hallucinant. Après, j'ai souvent des personnes qui me demandent si je vends des boutures, si je donne des boutures. Je ne vends pas de boutures, je ne me fais pas de bénéfices sur mes plantes, même si je pourrais. Je sais pas, j'aime pas ça, j'aime pas vendre des boutures. Et puis, j'aime pas couper mes plantes, et puis voilà. Donc je réponds de manière générale, je ne fais pas de bouture de mes plantes et encore moins les envoyer. Par contre, si c'est vrai que si j'ai quelqu'un qui vient à la maison, c'est avec plaisir que je donne des boutures si j'en ai, voilà. Mais envoyer, pour moi, c'est niette, c'est pas possible. Après, la dernière question, c'est comment vas-tu? Alors, si vous n'avez pas envie de savoir comment je vais, vous pouvez arrêter là la vidéo, puisque ça n'a rien à voir avec les plantes. Je dirais comment je vais. C'est un peu compliqué en ce moment. Donc, ceux qui me suivent connaissent ma pathologie. Ceux qui me suivent au moins depuis l'année dernière, je dirais, puisque j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, ma pathologie, c'est la bipolarité. Donc, je suis tout simplement une personne bipolaire. Et actuellement, c'est compliqué. Je suis dans une période mixte. Alors, la période mixte, disons que je l'ai très peu vécue dans ma vie, alors que je suis quand même bipolaire depuis plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans. Bien plus de 20 ans d'ailleurs. Mais la période mixte, je l'ai rarement vécue et alors, de cette façon-là, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que dans une même journée, je peux être très très bien. Très bien. Et l'instant d'après, je peux être tomber dans un moment de dépression carrément, je pèse mes mots, dans un moment de dépression, je peux me mettre à pleurer, je peux être très mal, très angoissée, beaucoup d'angoisse, et à nouveau être bien. Et ça peut être dans une même journée. Dans une semaine, j'ai des variations d'humeur qui sont phénoménales et difficilement gérables. Donc, c'est pour ça qu'en vidéo, ben peut-être que je vais moins filmer sur les vlogs. Par exemple, je ne filmerai pas tous les jours parce qu'il y a des jours où je ne peux pas filmer. Je ne me sens pas de filmer. J'arrive à me maintenir dans mes vidéos. Ça pourrait arriver que j'arrive pas à me maintenir, mais bon, pour l'instant ça va. Je suis beaucoup moins présente sur Instagram parce que je ne suis pas forcément très bien et que quand je suis dans cette période-là, je n'ai pas forcément envie de communiquer et de parler à des personnes. Je n'ai pas envie, vous voyez, là je parle à une caméra, je n'ai pas des personnes devant moi, je sais qu'il y aura des personnes qui vont regarder la vidéo, mais là pour l'instant je suis devant une caméra, donc j'arrive à parler. Si je me retrouve avec beaucoup de monde, j'aurai du mal à parler et je sors très peu. Voilà, donc ça c'est ma santé morale ma santé mentale qui est pas très au top. Et après au niveau du dos, bon mais ça s'est pas amélioré. Et puis je dirais que c'est un petit peu un ensemble. Quand on n'est pas bien psychologiquement, on n'est pas bien non plus physiquement en général. Donc quand vous me voyez en vidéo avec le sourire et tout ça, c'est que je filme au moment où je suis bien, et quand je suis pas bien, mais vous ne me verrez pas. Voilà, ça c'est c'est la réponse à ma question, comment vas-tu? C'est pas toujours rose, c'est compliqué, je suis dans une phase très compliquée depuis plusieurs mois, sans vous mentir, c'est depuis peu de temps après
la vidéo justement que j'ai faite sur la bipolarité. À ce moment-là, j'étais très bien. Je n'étais pas dans une phase particulière. Et là, je suis rentrée dans une phase vraiment compliquée que je souhaite à personne, même à mon pire ennemi, tout simplement. Et voilà, je teste différents médicaments. On n'a pas encore trouvé le traitement le plus adéquat, le plus approprié. C'est ce qui est compliqué aussi. Et du coup, ben, je fais avec. Et puis je dirais que je me bats du mieux que je peux contre cette maladie qui m'empoisonne l'existence très clairement. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que j'aurais pu vous incruster la vidéo avec Monsieur Videplante, qui, au moment où je vous fais cette vidéo, n'est toujours pas faite, hein, parce que c'est quand il rentrera du travail. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. En même temps, si je veux répondre correctement aux questions, ben, en fait, je ne vais pas répondre en 5 minutes parfois. Et puis, si vous avez passé un agréable moment, si vous êtes content de cette vidéo, je vous invite à liker, à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, très important pour l'algorithme de YouTube et mettre en avant un peu plus mes vidéos et être suivi par davantage de personnes, et activer la petite cloche pour les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!